Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des boîtes industrielles. Je suis Karim Bourras, le fondateur de NIL. On est un cabinet de conseil en croissance industrielle et depuis quelques années, j'ai le plaisir d'animer ces lives et ce podcast autour des sujets de croissance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important qu'on m'a souvent demandé. En tout cas, j'ai beaucoup de questions sur ce sujet-là. C'est quoi la tech stack idéale d'une équipe de vente industrielle? Alors, bon, déjà tech stack, si on doit définir ça, qu'est-ce que c'est qu'une tech stack? C'est l'ensemble des outils qui vont aider votre équipe commerciale industrielle à vendre mieux, à vendre plus, à vendre plus vite et à faire en sorte que ça marche et qu'on génère de la croissance et qu'on génère du business. Donc, on a passé ces dernières années chez NIL à essayer d'identifier les bons outils, d'identifier dans cette masse d'outils existants quels sont ceux qui peuvent finalement permettre d'éviter d'ouvrir 50 onglets quand on démarre sa journée de commercial. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est simplement, on va dire, une sélection de ceux que chez nous on utilise parce que je n'aime pas être le cordonnier mal chaussé, donc c'est des outils que j'utilise moi dans ma prospection. Et l'idée, c'est de vous partager un peu le fruit de nos recherches et de ce qu'on a pu tester. Alors au programme, on va déjà peut-être parler un petit peu de, déjà du contexte, quoi. Il y a un contexte qui fait que... Attendez, je range un peu mes fenêtres pour y voir plus clair. Là, ça doit être mieux. Il y a un contexte qui fait que on a énormément d'outils. Là, je vous ai mis dans cette petit visuel quelques-uns des outils qu'on peut avoir, notamment quand on parle d'outils d'aide à la vente. Depuis quelques années, on a une vraie inflation du nombre d'outils. Il en sort tous les jours, des outils français, anglais, enfin tous les pays du monde ont créé leurs outils. Certains très connus, d'autres beaucoup moins. Donc déjà, il faut essayer d'y voir clair là-dedans. On a des outils, par exemple, qui vont vous aider à identifier des signaux d'achat. Est-ce que votre prospect est prêt à acheter? Donc on identifie par exemple des signaux comme est-ce qu'il a visité le site, est-ce qu'il a dernièrement recruté, est-ce qu'il y a eu des nouvelles nominations dans l'entreprise, est-ce que dernièrement il y a eu des recherches plus amplifiées sur tel ou tel sujet de la part de salariés de cette entreprise. Donc ça, c'est des outils de recherche. Clay par exemple est un outil dont on entend beaucoup parler en ce moment. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller tester, mais il semble que ça soit une des plateformes un peu qui monte. On a des outils qui peuvent permettre de faire des workflows. D'ailleurs, vous retrouvez certains outils qui essayent d'avoir une approche globale. C'est un petit peu aussi une des tendances de fond parce qu'en multipliant les outils, en multipliant les abonnements, on peut vite se retrouver aussi avec des budgets qui explosent. Évidemment, les outils d'IA, vous avez probablement utilisé ChatGPT, Claude, Perplexity, moi que j'aime beaucoup quand il s'agit de faire des recherches avant une réunion avec un prospect. Vous allez sur Perplexity, vous faites quelques recherches et il vous donne un tableau complet de l'entreprise, de ses ambitions, de ses objectifs, des dernières nouveautés qu'il y a pu avoir dans cette boîte et ça vous permet d'arriver en rendez-vous un peu mieux préparé. Bon, des outils de vente comme Aircall, alors ce n'est pas un outil de vente en lui-même, mais c'est un outil de téléphonie, de VoIP qui vous permet d'enregistrer les calls, de coacher votre équipe, d'avoir un peu plus de traçabilité sur ce qui se passe au téléphone avec vos prospects ou vos clients. Make qui permet d'automatiser, ou Zapier ou N8N, N8N qui permet de faire des automatismes notamment avec des Perplexity ou des ChatGPT directement vers votre CRM, des outils de rendez-vous comme Lemcall, Calendly, etc. Et puis évidemment nos outils CRM préférés. Donc là, j'ai mis HubSpot, Salesforce, Breakcall, enfin ceux-là je ne les connais pas ces deux-là, mais typiquement on va avoir du Dynamics, du Zoho, enfin ce que vous voulez. On a des outils qui permettent de faire de la vidéo, qui permettent d'enregistrer des petites vidéos pour prospecter comme Loom ou comme 23 que j'utilise moi chez NIL. Des outils de sourcing qui permettent d'aller enrichir de la data, trouver des leads comme Apollo, comme Clay, comme Faro. On peut aussi avoir des outils de scrapping. Exemple, vous voulez scraper l'ensemble des participants, des entreprises qui participent à un salon. Vous avez des outils qui vous permettent d'aller sur le site et de scraper ces informations-là, de vous les mettre dans un tableau Excel et de vous permettre après d'aller les enrichir. Et là, on peut parler de Full and Reach, de tout un tas d'outils aussi qui permettent d'aller trouver des adresses mail, trouver des numéros de téléphone pour pouvoir avoir une donnée de qualifiée. Et puis évidemment, tous les outils d'emailing, de cold emailing, d'outreach comme
qui permettent de faire des séquences là, sur LinkedIn, comme la Growth Machine ou comme Lemlist ou comme Wallaxy, si certains d'entre vous ont utilisé tout ça. Bref, là, je me suis retenu, je vous ai montré quelques-uns des outils qui sont sur le marché aujourd'hui. En vérité, si on veut avoir une cartographie complète, je pense qu'elle n'aurait pas tenu là dans mon écran. Donc, beaucoup d'outils. Et ces outils-là, on ne peut pas les ignorer. Donc, si votre équipe commerciale aujourd'hui n'utilise aucun de ces outils ou n'a jamais utilisé d'outils d'aide à la vente, vous manquez quelque chose. Alors, on peut continuer à vendre sans tous ces outils, évidemment, mais vous perdez une opportunité et surtout, vos confrères commencent à les utiliser. Moi, j'ai plein de clients, de prospects qui commencent à me parler d'outils comme Apollo, comme Faro, comme Sales Navigator, comme Clay, comme Lemlist. Et ça veut dire que ces concurrents ou vos confrères, ils sont en train de prendre de la vitesse parce qu'ils vont prospecter de manière évidemment beaucoup plus efficace. Un des dangers de tout ça, évidemment, c'est un peu ce qui arrive parfois quand on commence à abuser de ces outils-là. On se perd dans le paramétrage, le setup du système complet et on passe des jours et des jours à essayer d'avoir les workflows. Il y a plein de gens qui vous vendent ce genre de choses sur LinkedIn aujourd'hui. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas d'empiler les outils pour avoir le workflow parfait. Le but, c'est d'aller ouvrir des conversations. Donc, il faut que vous puissiez aller choisir des outils qui vous permettent de contacter les personnes qui peuvent être intéressées par vos produits, par vos services. Et ces personnes-là, qu'on puisse engager une conversation en privilégiant évidemment la relation humaine, en privilégiant le human to human, quoi. On est malgré tout, on reste des humains. Bon, ces outils aussi, ils vont répondre à des problématiques qui sont relativement courantes pour les sales, pour les commerciaux dans l'industrie. Et moi, j'aime bien aussi identifier ces problématiques sur l'ensemble du parcours de vente, en fait. On n'est pas uniquement sur des outils d'enrichissement, il ne s'agit pas uniquement de prospecter. Tout au long du parcours, comment est-ce que je peux rendre mon équipe commerciale plus efficace, plus productive, les aider à se concentrer sur leur métier qui est de vendre. Donc, ce qu'on constate, nous, sur les cycles de vente industriels, c'est qu'on perd beaucoup de temps à faire de la saisie manuelle. Beaucoup de boîtes indus n'ont pas encore un CRM, par exemple, qui va leur permettre d'enrichir des contacts, d'avoir une donnée de qualité. Et si vous n'avez pas de données de qualité, ça va être compliqué d'aller prospecter et d'aller avoir une prospection qui produit du résultat. On perd beaucoup de temps à faire des saisies manuelles, par exemple des remplissages de fiches CRM, des comptes rendus qu'on doit remplir dans différents endroits du système d'information. Tout ça, c'est des choses qui, en 2025, je me permets de le dire comme ça, ne devrait plus être fait entièrement à la main. Peut-être même qu'elle ne devrait plus être faite à la main et qu'on pourrait l'automatiser un petit peu. Les méthodes de prospection industrielle, il faut bien se le dire, elles sont un peu obsolètes. En tout cas, la majorité des gens que je côtoie, je n'ai pas la prétention de vous faire une étude statistique complète, mais je pense parler aujourd'hui à plus d'une dizaine de boîtes par semaine. Sur ces 10 boîtes par semaine, c'est très rare que quelqu'un me dise mes commerciaux sont au top, utilisent tous ces outils, la prospection produit du résultat. On est plutôt sur des profils qui n'ont pas la prospection dans le sang de manière assez générale et qui vont plutôt être un peu soit réticents, soit pas forcément à l'aise avec tous ces outils-là. Donc il s'agit aussi d'amener ça par petites doses, mais en tout cas de commencer à leur montrer qu'en 2025, on n'est pas obligé de faire avec le bottin, parce que j'ai encore vu des gens qui font ça avec les bonnes vieilles pages jaunes. Et on peut faire en sorte de gagner beaucoup de temps sur ces phases de prospection. Et puis, ce qui est important, c'est de voir un petit peu ce qui se passe chez le client, quelles sont les interactions, combien de fois on a contacté un prospect ou un client potentiel, quels signaux on peut identifier. Et puis, une fois qu'on a engagé du business, on a toujours un goulet d'étranglement au niveau des propals, au niveau du chiffrage. Ça prend beaucoup de temps de faire une propale. Même si vous vendez des produits simples, il faut aller faire un devis. Alors, dans le meilleur des cas, vous avez des ADV qui font ça, mais c'est un peu dommage d'exploiter des ADV juste pour faire des devis et pour faire le travail de commerciaux. Je pense qu'elles aussi, elles ont, les assistantes ou les assistants de vente ont aussi probablement beaucoup mieux à faire que simplement être les secrétaires des commerciaux. Mais en gros, on a aussi des sujets autour de propal qui peuvent être un peu plus complexes, sur lesquels on a besoin aussi de cadrer les choses pour éviter que les commerciaux fassent des erreurs dans les devis et qu'on se retrouve avec des ventes qui n'amènent pas les marges qu'on attend ou qui soient un peu ratées et qui créent de la déception chez le client. Donc, ce qu'il faut garder en tête quand on commence à utiliser tous ces outils, je pense qu'on doit garder un peu une boussole pour éviter de tomber dans de l'inflation autour de ces outils, c'est de garder en tête que ça doit aussi servir le client. Si vous avez en tête que les outils que vous choisissez permettent ou doivent permettre d'améliorer l'expérience client,
ben, vous allez naturellement vous orienter vers des approches commerciales, vers des méthodes en utilisant ces outils qui vont être un peu comment dire, vertueuses. Et au contraire, si le but c'est simplement de balancer du message à la calache, là, au canon, bah, effectivement, vous avez toutes ces technologies. Ce n'est pas parce que ces technologies existent que vous pouvez vous en servir pour faire n'importe quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de garder en tête, est-ce que la manière dont je vais prospecter, est-ce que ces outils m'aident à être plus efficace, m'aident à améliorer l'expérience que je propose aux clients, m'aident à ouvrir de vraies conversations et pas uniquement balancer du message un peu à gogo dans tous les sens. On rentre dans le sujet. Alors, je vais vous partager comment nous, on a essayé de structurer. Je ne dis pas que c'est la tech stack parfaite. C'est midi, je commence à parler de steak, c'est pas bon là. Mais par contre, c'est des outils qu'on utilise et que j'ai expérimenté. Donc moi, j'ai toujours beaucoup de mal à parler d'outils que je n'ai pas testés. Donc nous, on a passé beaucoup de temps à hésiter, à tester des outils ces dernières années. Et après 10 ans, bah, on arrive un peu à stabiliser, on va dire, notre tech stack. On en change souvent. C'est un des inconvénients aussi d'être dans ce domaine. Et là, on a essayé de stabiliser une tech stack complète qui me permet aussi, quand je vais onboarder un nouveau commercial ou quand je vais former mes commerciaux, eh ben, d'avoir une méthode. Enfin, j'ai une approche commerciale, j'ai une méthode de vente. Et cette méthode de vente, elle s'appuie sur un certain nombre d'outils qu'on a essayé de réduire au maximum. Évidemment, tout ça s'appuie sur notre CRM, en l'occurrence HubSpot. Je pourrais vous dire tout le bien que je pense d'HubSpot. Vous savez probablement, si vous me suivez depuis quelques temps, que je suis dirigeant de NIL et que NIL est partenaire HubSpot. Donc évidemment, je vais vous montrer ça avec HubSpot, mais sachez que potentiellement, la plupart de ces outils peuvent aussi s'intégrer avec les bons CRM du marché. Je crois que c'est le cas pour Salesforce, ça doit être le cas pour des outils comme Zoho ou d'autres outils CRM si HubSpot n'est pas votre tasse de thé. On va parler de LinkedIn Sales Navigator, on va parler de Lemlist, on va parler de Mojo. Je suis tombé amoureux, je suis fan absolu de Mojo. Je trouve qu'on a un produit là qui est vraiment extrêmement intéressant pour les équipes commerciales. Et puis on va parler de Coty. Donc tout ça, c'est des solutions qu'on utilise. Je fais un petit disclaimer, on est aussi du coup partenaire. Moi, quand je crois à une solution, je la propose à mes clients et donc après les avoir testées, on est devenu aussi partenaire de ces solutions-là. Encore une fois, il existe plein d'autres solutions sur le marché. On vous fait gagner du temps en vous faisant une sélection d'outils qui nous paraissent relativement ou même extrêmement bien adaptés à un contexte industriel. Pendant que j'y suis, si vous êtes en train de m'écouter ou de me regarder sur LinkedIn, faites-moi un petit coucou, mettez-moi un petit like. N'hésitez pas aussi à poser vos questions. J'essaye de les regarder au fur et à mesure. Il y a un petit décalage, donc il est possible que je réponde ou que je vois vos messages avec 1 ou 2 minutes de retard. Mais n'hésitez pas à poster et j'essaierai d'y répondre ou de prendre le temps de répondre à tout ça au cours de la démonstration. Donc allez, c'est parti, on rentre dans la démo. On va commencer par la phase, on va dire, la première phase de prospection et on va partir de ce qui est le sourcing et comment on construit sa prospection. Et là, je vais vous parler un peu de Sales Navigator. Sales Navigator, pour ceux qui auraient vécu sur une autre planète ces dernières années, c'est la partie payante, l'abonnement payant de LinkedIn. C'est l'abonnement qui vous permet d'aller utiliser la base de données LinkedIn pour engager des conversations, pour rechercher des contacts ou des prospects. Il y a plein de manières de l'utiliser. Je vous montre une des méthodes qui, pour moi, est probablement la plus simple, mais peut-être des experts ou des gens beaucoup plus calés que moi pourront vous montrer des choses encore plus poussées. Si on veut faire simple, moi, je commence souvent ma recherche par des comptes. Donc, imaginons que je sois une boîte Indus, un sous-traitant, on va dire dans la plasturgie par exemple, et que j'ai besoin d'identifier toutes les boîtes du secteur médical ou par exemple du secteur aéro. Donc je vais aller faire une recherche en utilisant donc, les comptes. Je vais cliquer sur les filtres de comptes. Et là, je vais pouvoir aller faire une recherche assez précise avec les secteurs. Donc par exemple, alors, attendez, je change de mon fusil d'épaule. Imaginons que je veux y vendre à l'aérospatial. Donc, je vais par exemple aller chercher toutes les boîtes qui sont dans la fabrication pour l'aérospatial, qui fabriquent des trucs pour l'aérospatial ou pour l'aéro. Imaginons que j'ai besoin d'aller identifier des boîtes qui aient une certaine taille. Donc, on va dire des boîtes qui aient au moins 200 salariés. Et puis, je peux aller chercher plus, 200 à 1000 salariés. Donc, voilà une première sélection. Et vous voyez en temps réel ce qui apparaît ici. Maintenant, imaginons que je veux uniquement des boîtes basé en France, parce que mon équipe commerciale est basée en France, mais vous voyez que je peux aussi aller chercher des boîtes basées aux US ou basées dans d'autres pays.
Et là, je vais prendre les boîtes basées en France. Et je peux aller derrière affiner ma recherche. Donc là, je vois que j'ai des gens on va dire de la défense des organismes publics. Donc je pourrais aussi filtrer ça et enlever la DGSE, enlever le défense de conseil. Et je commence à voir apparaître ici des entreprises. Photonis, Infrared System, Roxel, Amphenol, Socapex, Matra, Silas, DCN, DCNS, etc. Donc là, je commence à voir des boîtes qui peuvent potentiellement être des boîtes intéressantes. Je vais peut-être élargir un petit peu ça et je vais aller chercher tout ce qui tourne autour de l'aéronautique, fabrication de composants par exemple ici, fabrication d'équipements pour l'aérolique. Voilà, bon, vous voyez un peu le principe, je peux aller enrichir tout ça, je peux même aller chercher peut-être des comptes avec qui je suis en relation et par exemple identifier des comptes qui font partie de mes relations de premier niveau et je peux même aller chercher des comptes qui ont récemment publié une offre d'emploi. Ici, j'ai une liste de 22 comptes. Cette liste, je peux la sélectionner et je vais pouvoir aller créer une liste. Donc, par exemple, j'avais préparé ça. Je vais ajouter ça à une liste que j'avais pré-créée qui s'appelle la liste de mes comptes aéro. Voilà, j'ai 52 comptes aéro ici. Et on va dire que c'est la base de ma prospection. Là, j'ai juste des comptes. Et maintenant, je vais pouvoir aller chercher des prospects à l'intérieur de ces comptes. Et donc, l'idée, c'est d'aller identifier peut-être, on va dire, sur ces comptes-là. Alors, je vais prendre l'entreprise, je vais faire même plus simple. Je vais uniquement prendre des prospects. Alors, attendez, je vais aller chercher mes filtres de prospects. Voilà. Et je vais prendre des prospects qui appartiennent à la liste de comptes que j'ai préparée tout à l'heure et qui est ici. Et ici, je vais voir apparaître des contacts qui appartiennent spécifiquement aux comptes que j'ai sélectionnés et que j'avais ajoutés à cette liste que j'ai créée auparavant. Et donc, à partir de là, je peux aussi aller peut-être dans ces comptes-là, chercher des gens qui sont allés à la même école que moi. Si j'ai fait une école d'ingé, par exemple, ça, c'est un bon levier d'entrer en relation. Je ne sais pas, vous avez fait l'INSA, vous cherchez tous les anciens élèves de l'INSA et vous allez jouer là-dessus pour pouvoir entrer en contact avec eux. Je peux aussi aller chercher, par exemple, on va dire des fonctions. Imaginons que je sois uniquement intéressé par des comptes plutôt dans l'ingénierie. Donc là, je vais commencer à avoir une sélection des gens qui sont plutôt des gens dans l'ingénierie. Je vais pouvoir derrière aller cibler les gens qui sont basés uniquement en France, si je ne veux pas avoir affaire à des ingénieurs basés aux US. Et je peux même aller cibler des gens basés en Île-de-France ou basés dans tel ou tel département. Et je vois commencer à apparaître ici des ingénieurs qui sont peut-être le persona que je vise parce que j'ai quelque chose à vendre à ces ingénieurs. Et je peux même aller chercher peut-être des gens qui sont spécifiquement dans un service au niveau de la R&D. Donc, je pourrais aller chercher ici recherche et développement. Alors, je ne sais pas, je fais le test en direct. Imaginons qu'on ait besoin uniquement de gens dans la R&D. Voilà, je commence à voir apparaître des gens qui sont plutôt des profils d'ingénieurs en R&D. Et je vais pouvoir maintenant enregistrer tous ces contacts, créer une liste, etc. Donc, on est ici. J'ai créé ma liste de comptes, j'ai identifié mes contacts. Sachez que ce que je viens de faire, on peut le faire aussi de manière différente. Je vais pouvoir importer une liste de comptes que j'ai par exemple extrait de mon CRM, l'importer dans Sales Navigator et faire une recherche spécifique sur des comptes que j'avais déjà identifiés par ailleurs, qui n'est pas forcément une liste qui vient expressément de Sales Navigator et de LinkedIn. Donc, j'ai ces comptes-là, je les importe ou je les recherche directement sur LinkedIn, j'identifie mes contacts avec le bon niveau de poste, le bon ICP. Et à partir de là, on va passer dans cette phase de qualification et de lancement de prospection. Et donc, moi, j'utilise pour faire ça un outil qui s'appelle Lemlist, qui va me permettre d'automatiser en grande partie la prospection, d'enrichir mes contacts. Et on a choisi Lemlist pour une raison, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'interface, la connexion avec HubSpot est relativement fluide. Et la deuxième raison, c'est qu'on va pouvoir aussi enrichir à l'intérieur de Lemlist. Moi, je voulais vraiment éviter d'avoir à prendre d'autres abonnements. C'était le cas avant. On utilisait Casper, Lusha, plein d'autres outils d'enrichissement. Et j'en avais un peu marre de jongler entre tous ces abonnements avec chacun un business model différent. Enfin, c'était compliqué. Donc, on est passé sur Lemlist qui offre aujourd'hui l'enrichissement direct. Et donc, en fait, comment ça marche ? Une fois que j'ai ma liste ici, vous voyez que j'ai un petit widget qui me permet d'avoir Lemlist directement dans le Sales Navigator. Je sélectionne les contacts qui m'intéressent vraiment. Donc là, je vais pouvoir faire un peu de recherche, identifier les contacts et les envoyer dans Lemlist à travers une campagne. Donc, ce qui va se passer, c'est que tous ces contacts, je vais les associer à ce que Lemlist appelle une campagne. Je peux aussi au préalable
en utilisant les crédits qui sont compris dans mon abonnement Lemlist, enrichir ses contacts. Ça veut dire qu'il va automatiquement aller me chercher les adresses email et les numéros de téléphone. Ce n'est pas une science exacte. Il arrive parfois qu'il ne trouve pas l'adresse mail ou qu'il ne trouve pas le téléphone. Mais grosso modo, on peut enrichir 70 à 80% en moyenne de la base. Ça dépend après évidemment du secteur dans lequel vous êtes et de la dispo de la donnée. Une fois que j'ai choisi tous ces contacts et que je les ai poussés dans Lemlist, eh ben, je vais les retrouver dans ma campagne. Donc imaginons que cette liste de contacts, j'ai envie de les interviewer sur un salon. Il y avait Global Industrie il y a quelques mois. J'ai envie d'aller rencontrer ces gens-là sur Global. Donc je crée dans Lemlist une campagne Global Industrie et puis je vais aller demander à les interviewer, par exemple, dans le cadre d'une campagne marketing. Donc, j'ai mes contacts que j'ai poussés. Donc, je triche un peu, hein, ce n'est pas exactement ces contacts-là, mais ce n'est pas grave, vous comprenez le principe. J'ai mes contacts, j'ai mes prospects. Et maintenant, je vais commencer à construire une séquence de prospection de façon à pouvoir automatiser un peu les choses. Si je dois aller demander à ces 150 personnes manuellement d'entrer en relation avec moi sur LinkedIn, ça va me prendre un peu de temps et je ne suis pas sûr d'avoir le temps de faire ça. Donc, ce que je fais, c'est que je vais créer un workflow, une séquence automatisée directement à l'intérieur de Lemlist. Et là, par exemple, j'avais fait un truc très simple, une visite du profil. Et une fois que la visite est faite, un jour plus tard, j'envoie une invitation de connexion. On va pouvoir planifier les messages. Donc, je peux choisir que l'expéditeur, c'est Karim ou c'est Paul ou c'est Tatiana, par exemple, si vous travaillez en équipe. Et puis, je peux aussi décider que les tâches seront faites de manière manuelle s'il y a une certaine étape que je veux vraiment maîtriser. Voilà, j'ai fait un petit message tout bête. Bonjour, bonjour first name. Donc évidemment, le prénom sera remplacé. On délocalise le podcast Industrial Growth à Global. J'ai vu que vous y seriez. J'aurais aimé vous interviewer. Possible. Ce qui est important quand vous faites ça, essayez de le faire comme si vous étiez vraiment en train d'engager une conversation individuellement. Ce n'est pas parce qu'on automatise qu'il faut envoyer des messages de naze. Hein. Vous avez le droit d'avoir des messages qui ressemblent à une vraie conversation. Plus c'est court, plus ça a l'air spontané et naturel, plus vous avez des chances que les gens vous répondent. J'ai ma liste et puis après, derrière, je lance l'envoi. Donc, je sélectionne tous les contacts et je vais pouvoir planifier le déclenchement de cette séquence. Donc là, j'ai fait un truc très simple, mais vous voyez ici, bonjour Alain, on délocalise le podcast. Bonjour Alain, bonjour André, bonjour Arnaud, etc. La séquence va tourner. Ce qui est intéressant avec Lemlist, c'est qu'il va vous garder dans une démarche vertueuse, dans le sens où on ne va pas envoyer des milliers de messages. Il reste dans les clous de ce que LinkedIn nous autorise à faire, c'est-à-dire un comportement humain. Personne n'envoie 1000 messages par jour. Vous pourriez le faire avec un outil comme Lemlist, mais vous seriez assez rapidement blacklisté. Et donc là, le risque, c'est de perdre votre accès à LinkedIn, d'avoir votre profil bloqué. Donc l'idée, c'est de le faire de manière assez naturelle. Donc Lemlist va automatiquement régler le truc. Vous pouvez paramétrer ça, mais il va envoyer par exemple, je ne sais pas moi, 20 ou 30 messages par jour de façon à ne pas paraître pour un bot. Ok, la séquence tourne et à un moment donné, ce qui se passe, il y a des gens qui vont commencer à vous répondre. Et là, dans Lemlist, vous allez commencer à voir apparaître des conversations. Donc voilà, par exemple, une personne que j'avais invitée, elle n'était pas disponible, etc. Imaginons que ces gens-là commencent à m'intéresser. Je vais pouvoir sélectionner ceux qui vont devenir des contacts ou des leads un peu plus chauds. Donc, par exemple, une fois que la conversation a été engagée et que quelqu'un me dit OK, j'ai envie de discuter, je suis prêt à discuter. Donc là, Grégory n'a pas pu venir à mon event, mais par exemple, je vais pouvoir le marquer comme intéressé ou pas intéressé. Et moi, par exemple, ce que j'ai fait dans le cadre de mon setup, mais vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi, toute personne que je vais mettre comme intéressée va être automatiquement poussée vers mon CRM. Et c'est ça la magie de Lemlist, c'est que Lemlist est connecté à HubSpot et que je vais avoir une synchronisation entre les conversations que j'ai dans Lemlist, donc par exemple ces échanges-là, et la fiche du contact quand il va être créé dans HubSpot. Donc j'arrive dans HubSpot et je vais pouvoir pousser les contacts qui ont répondu positivement à mes sollicitations ou à mes propositions de rendez-vous, mes propositions de conversation. Je vais pouvoir là du coup les envoyer dans HubSpot et à ce moment-là, en général dans HubSpot, je vais plutôt utiliser la partie espace de travail. Donc là, je vais organiser ma façon de travailler et puis je vais commencer à identifier notamment dans HubSpot ce qu'on appelle les leads. Donc tous les gens qui peuvent être on va dire des contacts intéressants. Donc là, je suis dans la partie prospection, j'identifie mes comptes, je récupère les contacts que j'ai créés depuis Lemlist et je vais pouvoir commencer à engager des conversations. Imaginons que j'engage des premières conversations, je prends ce contact-là. Guillaume, je vais prendre un contact concret. Je vais vous en prendre un ici.
Attendez, je retrouve un contact, j'avais préparé. Voilà. Je prends par exemple ce contact, Guillaume Chauvet. C'est un contact, un prospect avec qui j'ai discuté, qui est entré en relation avec nous sur LinkedIn. Une fois que je commence à discuter avec lui, alors je ne vais pas vous faire une démo d'HubSpot, ça on se le garde pour une autre fois, mais ici vous avez la fiche du contact dans HubSpot et je vais pouvoir commencer à travailler ce contact. Donc ici, toutes les informations. Je peux même récupérer des informations qui viennent de l'Emlist. Ça, il a identifié que ça venait de notre site, mais ça peut être une campagne qui est à l'origine de tout ça. L'intérêt, si j'ai cette information-là, c'est que je vais pouvoir évidemment faire du reporting, créer de l'information, créer des rapports sur la réussite de mes campagnes et je vais pouvoir commencer à identifier des campagnes qui marchent et des campagnes peut-être qui marchent moins bien. Ici, vous avez l'ensemble de l'activité. Donc, s'il y a des conversations avec ce prospect, vous allez les retrouver ici. Et puis, vous avez les réunions qui ont pu avoir lieu avec ce prospect, les appels, etc. Donc, par exemple, ce prospect a été démarché et on a eu une réunion. Et donc, moi, ce que je fais quand je suis dans cette phase de création d'opportunités, donc j'ai eu un premier rendez-vous et j'ai ouvert un deal avec cette personne, ce contact-là, que j'appelle Guillaume, pour lui vendre potentiellement HubSpot. Et donc ici, je vais pouvoir aller voir un petit peu l'ensemble des discussions ou des réunions qui ont eu lieu. Et je vais pouvoir vous partager un peu tout ça. Donc l'idée, c'est de se dire que quand je suis sur une entreprise ou quand je suis sur un compte, j'ai une vue globale de l'ensemble de ce qui se passe avec ce compte. Je reviens sur mon compte. Alors attendez, je vais même revenir sur le compte ici. Moi, quand je suis en phase de prospection et que j'ai par exemple un premier rendez-vous, je vais utiliser un outil qui s'appelle Mojo. Et donc Mojo, c'est un outil que vous allez ajouter à vos conversations Zoom, Teams ou Google Meet, enfin à votre outil de réunion. Vous allez pouvoir enregistrer la réunion et cet outil va vous faire une retranscription complète de la réunion, va vous permettre d'avoir une identification des points clés dans la réunion. Donc par exemple ici, vous avez l'ensemble des points clés que je peux identifier au fur et à mesure de la conversation. Il a, avec de l'IA, automatiquement proposé des next steps. Et puis, je peux éventuellement, si ça m'intéresse, récupérer la transcription complète du call. Ici, on a, chez Neil, nous, on a construit un template. On utilise une méthode de vente qui s'appelle Medic. Et donc, on a implémenté à l'intérieur de la solution Mojo un scoring. Donc, ça veut dire que en fonction des différents critères de la méthodologie Medic, donc Medic, c'est une méthode qui permet de vérifier qu'on a les bonnes métriques, qu'on a le bon champion, qu'on a le décideur économique, qu'on a identifié les concurrents, etc. Et il va du coup m'évaluer, me scorer, me noter la conversation de manière à me donner des pistes pour les prochains échanges sur des choses qui me manquent par rapport à la qualification et notamment par rapport à ce framework Medic. Donc ici, vous avez sur la droite l'ensemble du call, les métriques. Donc Mojo a été capable automatiquement, avec un prompt qu'on avait pré-créé à l'intérieur de la plateforme, de qualifier le call, de me dire un petit peu où on en est. Donc Guillaume souhaite améliorer la traçabilité. Donc il y a des métriques qui ne sont pas suffisamment claires, pas de KPI chiffré évoqué. Et on sait que ça, c'est un risque quand on n'a pas de KPI avec un prospect. On a un economic buyer qui est clairement identifié. Donc là, il m'a scoré ça 5 sur 5. On a des critères de décision plutôt bien identifiés. Là, c'était clairement le prix pour ce prospect-là. Et puis, on a identifié l'ensemble des éléments de la méthodologie Medic. Tout ça, ce qui est magique, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Mojo, c'est que tout ce qui est dans la plateforme Mojo, on va le retrouver directement dans notre fiche client. Et ici, en l'occurrence, dans le deal. Donc ici, il n'y a pas encore le score complet parce que je n'ai pas fait l'offre, mais je retrouve les éléments Medic rangés par catégorie. Donc ici, j'ai les métriques, j'ai l'economic buyer qui n'est pas clairement identifié sur ce deal, j'ai ici les critères de décision. Donc j'ai une vue d'ensemble sur la partie qualification selon le critère Medic. On aurait pu aussi tester une autre méthode de qualification. Notamment, nous, on aime bien identifier si la personne nous a cité avec quel CRM elle travaille, quelle est la tech stack. Donc ici, vous voyez que cette information, Excel, Word, etc., Monday, automatiquement, ça a été remplir un champ spécifique qu'on va retrouver ici, qu'on va retrouver par ici, et où on va identifier le score du client et on va identifier clairement ces éléments extraits, le CRM utilisé, etc. Donc moi, ce que j'aime bien ici, c'est que en fait, j'ai mon compte rendu de réunion et j'ai l'analyse de mon réunion. Donc vous imaginez en tant que manager d'un commercial qui travaille sur ce deal,
on arrête de discuter sur des critères complètement subjectifs. Est-ce que le deal est bien qualifié? Est-ce qu'on va avancer dans le bon sens? Non, on a une méthodologie connue, qui est MEDDIC. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celle-ci, mais je vous la recommande, surtout si vous êtes sur des ventes relativement complexes. Cette méthodologie, elle a des critères qu'on peut évaluer de manière très objective. Et on va, au lieu d'aller faire nous-mêmes l'évaluation, le compte-rendu, récupérer l'enregistrement du call, demander à l'IA à l'intérieur de Mojo de nous faire la synthèse et l'évaluation. Et franchement, c'est assez bluffant. Vous pourriez voir qu'il ne se plante pas trop. Il va même jusqu'à me donner des points de vigilance. Tout ça, le pousser dans mon CRM pour me permettre demain de faire des tableaux de bord ou de coacher mon sales pour lui dire attention, voilà, il y a un risque ici, sensibilité forte au budget, proposer une offre claire, modulaire à ce prospect parce qu'il va être très, très sensible au budget et ça risque d'être un point de blocage pour lui. Voilà un petit peu là pour cette partie d'évaluation en fait, du deal. On fait les rendez-vous clients. Et là, vous pouvez le faire même avec on va dire vos rendez-vous qui sont des rendez-vous peut-être autour du service. Si vos clients ont des discussions avec certaines parties de vos équipes en avant-vente ou même en après-vente, vous pouvez adopter Mojo pour faire ces comptes rendus de manière quasiment automatique. L'intérêt, encore une fois, c'est que je n'ai pas besoin, on va aller dans la fiche de notes Guillaume, je n'ai pas besoin d'aller faire les prises de notes moi-même. J'ai l'ensemble des activités qui sont notées et je vais retrouver dans la fiche de Guillaume l'ensemble des conversations. Par exemple, ici, le résumé du premier échange, structuré de manière très claire, etc. On est là, notre deal avance. Imaginons qu'on arrive au stade d'ouvrir un deal dans le pipeline. C'est ce qu'on a fait ici. Je vais aller dans la transaction. Donc, je vais être sur mon pipeline. Le pipeline, il ressemble à ça. Je ne sais pas si vous utilisez des pipelines. Il y a encore beaucoup de boîtes qui n'ont pas adopté ce mode de fonctionnement. Voilà un pipeline. J'ai l'ensemble de mes opportunités avec les différentes phases. Et puis, je commence à faire avancer mes deals d'une colonne à une autre. Imaginons que ce deal avance, je le fais passer ici. Alors là, il n'est pas encore été gagné, mais imaginons que j'en suis à la création de l'offre. Donc, je vais aller créer justement mon offre. Donc, par exemple, je prends ce projet. J'ai mon deal ici, j'ai l'ensemble des informations. Je suis prêt à faire une proposition commerciale. On va maintenant parler de la partie closing et de la partie proposition commerciale. L'idée, c'est d'être efficace, de ne pas perdre le momentum. Quand vous avez été super quali sur l'ensemble du process et que vous arrivez ici et que votre prospect doit attendre 3 semaines avant d'avoir une propale, évidemment, ça peut créer de la frustration et ça peut être mal perçu par votre prospect. Donc l'idée là, c'est de pouvoir être très efficace, de permettre au commercial de se concentrer sur l'essentiel sans avoir besoin d'aller utiliser des tableaux Excel, sans avoir besoin d'aller interroger un tel ou un tel, et donc de mettre à disposition du commercial un outil qui lui permette de faire un devis rapidement. Évidemment, ce n'est pas possible sur tous les business models. Si vous êtes sur du sur-mesure, probablement qu'un outil de CPQ n'est pas forcément adapté ou suffisant et vous aurez peut-être besoin d'un configurateur. Là, si je reste sur des cas relativement standards où en gros vous vendez des produits ou des services et que ces produits, vous pouvez les packager sous une forme ou une autre, un outil de CPQ fonctionne très bien. Donc ici, je suis sur mon deal et encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'éviter de sortir du CRM. Si je dois aller ouvrir 50 onglets pour pouvoir faire une proposition et pouvoir prospecter, ça ne va pas. Donc, je suis dans mon deal et j'ai un petit encart Coty. Donc, il y a un outil de CPQ qui me permet de faire des devis. Je vais simplement cliquer sur le bouton Nouveau devis. Et là, on va me guider pour aller créer mon devis par rapport à un service, à un catalogue produit, etc. Donc là, je fais un devis au nom de Lydie où je vais mettre mon nom, je suis Karim. Je peux mettre les informations sur mon prospect. Donc dans ce cas-là, je n'avais pas saisi l'info, mais normalement, c'est de l'info qui va automatiquement être remplie. J'ai l'entreprise, je n'ai pas encore le contact. Si vous avez bien fait votre job en amont, le contact est créé dans le CRM et là, on a automatiquement les champs qui vont être remplis. Et je vais pouvoir commencer à faire ma proposition. On va dire qu'on va vendre vente d'un avion à Mitsubishi Electric. Et puis, je peux avoir des champs personnalisés. Je peux ajouter le logo du client si j'ai envie d'ajouter le logo du client. Je peux ajouter un peu de contexte, par exemple. Voilà, un document qui peut être, par exemple, un NDA ou qui peut être des plans, ou enfin ce que vous avez besoin d'ajouter. Et puis, je peux ajouter une petite présentation de mon entreprise ou décider de la masquer. Je rentre dans la sélection des produits. Imaginons que vous ayez des bundles, que vous ayez créé des packs de produits. Je vais chercher un bundle ou au contraire, je peux aller sélectionner un produit un par un. Dans mon cas, je vais choisir un bundle. Voilà, je l'ai appelé bundle, mais un bundle, en fait, c'est-à-dire que vous commandez, je sais pas moi, imaginons que vous vendiez des camions avec des nacelles. L'idée, c'est que le client, il ne va pas acheter la nacelle d'un côté et le camion de l'autre. Vous faites un bundle
et vous vendez l'ensemble du produit déjà préconfiguré. Et donc, ça vous permet d'aider le commercial à être un peu plus ciblé et de gagner du temps. Je peux modifier éventuellement la quantité et puis je peux aller peut-être modifier le prix. Ça, c'est vous qui décidez si vous autorisez vos clients à le faire. Les conditions de vente, les remises potentielles sur chaque ligne, les lignes de TVA, etc. Et là, par exemple, voilà, j'ai chargé le bundle. J'ai l'ensemble des produits que je veux vendre aux clients. Donc là, il y en a un peu beaucoup. On va en supprimer quelques-uns. Voilà, on va en garder juste un peu. Et à partir de là, je peux faire une remise. Je ne sais pas, imaginons que je décide de lui faire une remise de 2 000 € sur l'ensemble du budget. Je peux ajouter des conditions de vente. Je peux aller même mettre un contrat si vous avez des choses très contractuelles. Les conditions de paiement que j'aurai évidemment préconfigurées. Et je peux même demander à ce que le paiement se fasse à l'envoi du devis par carte bleue. Bon, je sais que dans l'industrie, ce n'est pas quelque chose qui se fait régulièrement, mais c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait imaginer. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Oui, il y a encore des gens qui me suivent. Bon, c'est intéressant. Merci à vous. Donc là, je suis toujours sur mon devis. Je vais aller créer mon devis. Et puis, alors oui, parce que j'ai oublié des champs. Donc, on va prendre un deal où on a pu créer le devis. Je vais prendre un deal que j'avais créé tout à l'heure. Voilà, je vais prendre Schneider. Je crois que là, j'avais des gens identifiés. Ouais, il faut qu'il y ait des contacts. On va prendre un deal sur lequel il y a un contact. C'est celui-là sur lequel j'avais pris. Bon, il n'y a pas de contact non plus. Je vais aller ajouter un contact. Comme ça, on va le faire ensemble. Je vous refais la manip. Désolé pour le petit retard. Je fais mon petit devis ici. Voilà, Kylian, Brisset, je personnalise ma proposition, etc. J'ajoute mes produits, donc je vais aller mettre mon bundle. On va prendre le bundle que j'avais préparé ici pour cette démo. Et puis derrière, je vais ajouter le devis. Et très simplement, le devis va être créé. Et ce qui va être intéressant, c'est que ça va créer un espace, une sales room à destination de votre client. Et je peux soit lui envoyer un mail directement depuis HubSpot, soit lui partager ce lien ou le faire signer en live, par exemple, s'il est avec moi dans le bureau, je peux commencer à lui présenter mon offre. Bon, la mise en forme, vous voyez ici, c'est une mise en forme standard. Évidemment, il faut imaginer votre propre logo, il faut imaginer peut-être un peu de couleur, la charte graphique de votre entreprise. Ici, on a l'encart qui explique un peu qui on est. Donc là, c'est un espace de démo, donc on parle de côtier d'HubSpot, mais clairement ici, je pourrais avoir une présentation de votre boîte, les dernières références, le rappel de vos certifications parce que vous bossez avec la santé ou l'aéro. Là, on a notre devis avec les quantités, les différents frais. Là aussi, vous pouvez complètement paramétrer ces colonnes et la façon dont est présentée l'offre. Et puis après, je peux même décider que certains produits sont optionnels et c'est le client qui décide combien il en veut. Donc là, on va imaginer que je suis le client et j'en veux 6 de plus. Ça refait le calcul. On accepte les CGV, on accepte les contrats éventuels qu'on avait joints pour Schneider Electric. Je vais même signer potentiellement le contrat ici. Et puis, je vais pouvoir passer maintenant à la signature. Je valide les contacts. Je peux mettre l'adresse de facturation à laquelle va être envoyé le contact. On va mettre l'adresse de Neil, par exemple, ici. Et puis, je peux mettre mon numéro de TVA si c'est quelque chose dont vous avez impérativement besoin. Et puis là, je vais pouvoir signer, soit par tablette, soit directement. Je vous montre un peu comment ça fonctionne. Ici, je vais pouvoir, par exemple, ajouter une signature électronique. C'est conforme, c'est validé. On respecte les règles de la signature électronique. Et puis voilà, le devis va être signé et validé. Et là, ce qui va se passer, qui est vraiment intéressant, c'est que je vais retrouver l'ensemble des lignes produits que j'avais ajoutées dans mon devis. On va pouvoir les retrouver ici. Je vais mettre à jour la page. Vous voyez que le devis a été signé. Je suis ici avec Coty, donc le devis a été validé. Je vais pouvoir accéder à mon PDF et j'ai mon devis qui est prêt. Tout est en ordre. Je peux maintenant passer à la production et puis au passage, l'ensemble des lignes produits a été mis à jour avec les bonnes quantités et le montant de la transaction a aussi automatiquement été mis à jour. Imaginez que vous ayez un ERP et que ces lignes produits proviennent de votre ERP. Eh bien, on va faire une connexion entre Coty et le catalogue qui est dans votre ERP de manière à ce qu'il n'y ait aucune erreur ni sur les prix, ni sur les marges, et que vous ayez une seule base de données pour gérer l'ensemble de vos produits. Donc voilà, le deal est gagné, super nouvelle. On est maintenant, donc le deal est gagné. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, si c'est bon. Le deal est gagné.
Je reviens à mon pipe. Évidemment, bah là, je suis dans le pipe et on a passé l'affaire Schneider numéro 11. Bonne nouvelle dans les deals gagnés. Pardon, c'était le 14. Voilà, on est ici. On a couvert l'ensemble du pipe, quoi. Ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de vous montrer depuis la prospection jusqu'à la signature d'un deal, comment des outils d'aide à la vente peuvent vous faire gagner du temps. Voilà, il est 13h12. Est-ce que vous avez peut-être certains des questions? Alors, les questions qu'on m'avait posées dernièrement, c'était des questions relatives notamment à Coty et la connexion avec le RP. C'est un vrai sujet. Je ne vous dis pas que c'est facile de le faire. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous mettez ça en place, vous pouvez assurer un espèce de streamline complet jusqu'à la facturation. J'aurais pu ajouter à la tech stack un outil, par exemple, de compta ou de facture ici. Coty ne le fera pas, HubSpot ne le fera pas. Par exemple, nous, on utilise Pennylane, mais vous avez peut-être Sage en compta. Vous pouvez tout à fait connecter Sage à HubSpot, Sage à Coty et faire en sorte qu'une fois que le devis est signé, on passe à la facturation, que la facture soit poussée dans le CRM et que quand le commercial accède à un compte client, il ait une vue complète des différents devis qui ont été envoyés, mais aussi des factures, de l'encours chez le client, etc., etc. Chers amis, on arrive à la fin de ce live. J'espère que j'ai pu vous apporter quelques idées, quelques informations. N'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn si vous voulez en savoir plus sur ces outils. J'en profite pour vous dire que si vous êtes dans le secteur industriel, on lance prochainement une plateforme qui s'appelle le Manufacturing Hub. L'idée, c'est qu'on a essayé, entre guillemets, de packager tous ces outils pour en faire une offre déployable chez des clients industriels. Donc faites-moi signe si vous êtes en réflexion sur la tech stack de votre boîte industrielle. Je serais très ravi d'avoir votre feedback sur ce Manufacturing Hub et de pouvoir vous faire une petite démo pour voir si ça correspond peut-être au contexte ou à ce que vous cherchez aujourd'hui en termes de tech stack. C'était intense. Chers amis, à bientôt. Je vous souhaite une très très bonne journée et très vite.